Madame, vous pouvez Oui, attendre deux autres minutes. Encore, Vous pouvez encore. attendre. D'accord, d'accord. Merci, madame. Ça y est, madame, vous pouvez commencer. Très bien, merci. Donc, je vais partager mon écran là tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. Madame. Oui, madame. Donc, madame, on est comme la dernière fois, dans la partie, attendez, les accidents, pas les accidents. Donc, dans les conséquences, ouais, pour avoir le plan devant nous. Donc, on s'est arrêté la dernière fois dans les conséquences génétiques de la méiose. Voilà, par exemple, pour une paire de chromosomes homologues, donc, en effet, quand on a, au cours de la méiose, à partir d'une cellule diploïde, on obtient des cellules haploïdes, d'accord, qui sont génétiquement différentes de la cellule mère. Donc, et ceci grâce à ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique et aussi le brassage interchromosomique, d'accord. Donc, on a vu ça. Le brassage intrachromosomique, il est dû au crossing over au cours de quelle phase? Quand est-ce que se passe le crossing over? Métaphase. La métaphase, vous êtes sûr? La prophase. La prophase. Une. La prophase. La prophase. Donc, j'attire votre attention. Au cours de cette semaine, je vais vous envoyer des quiz sur la plateforme, sur la mitose, la méiose et le cycle cellulaire. Et donc, ça va être interactif. Vous devez répondre avant une date limite et on va corriger la séance prochaine. D'accord? Ça va être sur le cycle cellulaire, sur la mitose et sur la méiose. Donc, préparez-vous bien. Ça va être donc ça va porter sur des questions pareilles quand est-ce se passe le crossing over, quand est-ce se passe différentes parties. Donc, et le brassage interchromosomique, c'est la ségrégation indépendante des chromosomes homologues, qui est indépendante des chromosomes non homologues. Donc ça se passe au cours de l'anaphase. Et pendant la métaphase, les centromères, donc comme vous le voyez ici, les bivalents, donc les chromosomes homologues de chaque cellule, donc ils vont se mettre sur le plan équatorial et ainsi la ségrégation va se faire de façon indépendante, donc ce qui permet théoriquement la formation. Si on a par exemple une cellule qui n'est formée que de 4 chromosomes, ça veut dire de deux paires de chromosomes homologues. Donc, si on calcule théoriquement quelles sont les probabilités d'avoir, par exemple, le chromosome violet et le chromosome orange dans cette cellule et un chromosome bleu et rouge dans l'autre cellule, donc on a une probabilité ainsi. On peut avoir aussi le chromosome violet et rouge dans une cellule, un chromosome violet, bleu et orange dans une cellule. Donc ça va dépendre donc de comment ça s'est fait la ségrégation, donc la ségrégation des chromosomes entre eux. Et donc pour une cellule avec 2 paires de chromosomes, on peut avoir 2 puissance 2 possibilités donc de cellules. Donc pour des cellules comme les nôtres, avec 23 paires de chromosomes, à votre avis, combien de possibilités on peut avoir théoriquement? À la puissance. On peut avoir combien? 2 à la puissance 23. 2 puissance 23. Donc vous voyez que déjà, qu'avec cette ségrégation
entre les chromosomes non homologues, ça va donner une probabilité de 2 puissance 23. Si on rajoute à ça le brassage intrachromosomique dû au crossing over, et on ajoute à ça aussi la fécondation de gamètes haploïdes qui proviennent de deux individus génétiquement indifférents. Donc tout ça, ça va nous donner une diversification permanente des individus. Donc nous tous, on est différents entre nous de façon obligatoire et permanente. Et aussi au cours de la formation, donc on assiste aussi, donc comme on l'a dit l'autre fois, grâce au télomère des chromosomes, on va voir aussi au cours de la réplication, dans le cours de réplication des cellules, des réplications de l'ADN, la remise à zéro de l'horloge des cellules germinales. Donc les cellules germinales aussi, en plus de cette grande panoplie génétique qui va se faire, il y a aussi cette remise à zéro de l'horloge de ces cellules-là qui permettent donc et qui se fait grâce au télomère. D'accord? Donc, on arrive à la fin du cours avec les accidents qui peuvent arriver au cours de la méiose et leurs répercussions. Donc, on classe les anomalies ou bien les accidents survenant au cours de la méiose en polyploïdie et aneuploïdie. Donc, la polyploïdie, c'est quand on a un nombre total de chromosomes qui est un multiple entier supérieur à 2. Donc, on peut avoir supérieur à 2N. Donc, on peut avoir 3N, 4N, 5N. Donc, et ainsi, on appelle la triploïdie les cellules d'un embryon qui possède 3N chromosomes. J'ai dit d'embryon parce que ce type d'anomalies ne peuvent pas aboutir à des individus viables. Donc, ça va donner donc des fausses couches très précoces. Donc, je parle de l'espèce humaine, bien sûr. Et cette triploïdie, elle peut résulter par deux mécanismes. Elle peut être due à deux mécanismes. Soit de la fécondation par un spermatozoïde d'un ovocyte n'ayant pas rejeté son deuxième globule polaire. On parle de digynie. Ça veut dire la cause ici, c'est l'ovocyte qui a subi une mitose, mais on appelle cette mitose une endomitose. Ça veut dire qu'il y a eu la réplication de l'ADN, il y a eu la division du noyau, mais elle n'a pas été suivie par une division cytoplasmique. Ça veut dire que la cytokinèse n'a pas eu lieu. Donc, la cellule, elle va avoir 2N chromosomes. Et une fois fécondée par un spermatozoïde N chromosomes, donc on aura le total de 3N chromosomes dans cet embryon, si on peut l'appeler comme ça. Donc, cette digynie, elle est due à une anomalie de la méiose. On peut avoir aussi comme cause de cette triploïdie la fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes. C'est le cas de la dyspermie et dans ce cas, donc, c'est une anomalie de la fécondation. Donc, voici un karyotype avec une triploïdie. Donc, vous voyez, chaque chromosome, il est en 3. Donc, on a 3 jeux de chromosomes 1, 3 jeux de chromosomes 2, 3 jeux de chromosomes 3, 4, 5 et ainsi de suite. 2 de X et 1 Y. Donc, on a 3 chromosomes sexuels au lieu d'en avoir que 2. Donc, ici, on ne peut pas préjuger du mécanisme. Est-ce que c'est une anomalie de la méiose ou bien une anomalie de la fécondation, donc ne serait-ce que donc sur le karyotype seul, on ne peut pas juger sur ça. Et comme je l'ai dit, ces polyploïdies sont létales in utero chez les mammifères et sont fréquentes dans donc les karyotypes d'avortement, les produits d'avortement. Si on réalise un karyotype dessus, on va retrouver donc énormément. Donc en fait, 50% des produits d'avortement spontanés du premier trimestre présentent des karyotypes anormaux. Entre autres, on peut retrouver des polyploïdies aussi. La triploïdie, elle représente 20% des karyotypes anormaux observés dans les produits d'avortement spontané. Donc, un deuxième type d'anomalie d'accident de la méiose avec ses conséquences, ce sont les non-disjonctions méiotiques avec comme conséquence les aneuploïdies. Donc, les aneuploïdies, ce sont des anomalies du nombre de chromosomes par excès ou défaut, mais qui sont différentes d'un multiple de N.
connaissez tous la trisomie 21 qui est donc parmi les plus fréquentes des trisomies viables. Donc la trisomie 21, c'est un gain d'un chromosome entier. Les trisomies en général, c'est un gain d'un chromosome entier avec présence de l'eucaryotype de 3 représentants d'un chromosome particulier au lieu d'une mère habituelle. D'accord? Donc les individus qui sont trisomiques possèdent, donc on appelle ça 2N plus 1, soit 47 chromosomes. Donc toutes les trisomies autosomiques homogènes sont létales in utero. Quand je dis homogène, ça veut dire lorsqu'on réalise le karyotype sur les cellules, donc par exemple du sang périphérique d'un sujet, on va trouver que toutes les cellules sont qu'on analyse sont porteuses de cette trisomie. D'accord? Ça, c'est pour la différencier de ce qu'on appelle les trisomies autosomiques mosaïques. En mosaïque, ça veut dire on a des cellules qui sont normales et on a des cellules qui sont trisomiques et des cellules qui sont monosomiques. D'accord? Donc, quand on a une anomalie homogène, généralement, c'est à des stades précoces, mais quand on a une anomalie des divisions zygotiques, et donc dans les premières donc c'est une anomalie plutôt méiotique, et quand on a des trisomies qui sont en mosaïque, ce sont des anomalies post-zygotiques. Ça veut dire après la formation du zygote, on va voir tout ça en embryologie. Donc là, c'est juste à titre informatif pour comprendre ce terme homogène et en mosaïque. On va le voir en détail en semestre 2 lorsqu'on va traiter l'embryologie humaine. Donc, ces trisomies donc homogènes, comme je l'ai dit, autosomiques. Autosomique, ça veut dire qu'ils touchent les chromosomes autosomaux, ce n'est pas les chromosomes sexuels. Donc, ces trisomies autosomiques homogènes sont létales in utero, à l'exception des trisomies 13 et 18, dont la survie à 1 an est inférieure à 5%. Et de la trisomie 21, que vous connaissez tous, avec l'aspect malformatif, avec le faciès mongoloïde, le retard mental, donc on connaît tous, on en a déjà vu. Les trisomies gonosomiques, quant à elles, sont viables. Ça veut dire, donc on peut, même ça peut même passer inaperçu. C'est par exemple dans le cas d'un syndrome de Klinefelter, donc où on a une formule chromosomique 47XXY, donc on a un X de plus. Donc, ce sont des individus donc de sexe masculin qui consultent souvent à un âge quand ils sont mariés, donc dans le bilan de stérilité. Et parmi les examens qu'on fait dans ce bilan-là, en plus du spermogramme et plusieurs autres bilans, il y a aussi le karyotype. Et donc, on tombe de façon fortuite sur pas fortuite, puisqu'il y a la clinique derrière qui est la stérilité, mais ça passe inaperçu chez ces patients-là. Il y a aussi les patientes qui sont XXX. Ce sont des femmes aussi qui, on peut ne pas, le diagnostic peut ne pas être fait que dans un karyotype standard. En plus après avoir vu les trisomies, il y a en contrepartie la perte d'un chromosome d'un chromosome entier. Oui. S'il vous plaît, je suis désolée parce que je vous ai interrompu. Juste envie de vous transmettre le message de toute la promo parce que MIT n'a la capacité de que 100 personnes et il y a 600 autres personnes qui n'assistent pas. Et puis, oui, c'est bien, mais je ne suis pas arrivée à me connecter via Meet. J'ai essayé avec vos camarades l'autre jour, je n'ai pas réussi. Sur madame Teams, c'est ça. Professeur? Oui. Est-ce que juste vous enregistrez la réunion? Parce que moi, si... Parce qu'au départ, il y a vos camarades qui vont enregistrer pour la rediffuser. Oui, on enregistre, mais c'est pas en direct. D'accord. Ils sont en train de l'enregistrer. Après. À ma connaissance, n'est-ce pas, monsieur? Oui, elle sera disponible après la séance, pas pendant la séance. D'accord. Donc, combien de temps ça sera disponible? Madame. Oui, monsieur Boukil, oui.
Je vous Oui, écoute. madame. La séance est enregistrée par un de nos camarades. Elle va Oui. être disponible dans les playlists. Mais madame, la séance précédente, parce que on n'a pas pu, la séance avant la précédente, on n'a pas pu rejoindre. On n'a pas enregistré la première partie. Du coup, toute la promo n'a pas l'enregistrement de la première partie. Nous aussi. C'était sur quel cours? C'était Le cours quel de cours? le cycle cellulaire. Je crois, écoutez-moi, je suis sûre que certains parmi les étudiants qui assistent au cours enregistrent l'écran. Il y a capture d'écran ou enregistrement de l'écran. On n'a rien trouvé, madame, et du coup, toute la promo. Non, c'est sûr. C'est certain. Par exemple, moi aussi, quand je suis en formation à distance, avec le Covid, on a tous appris à enregistrer notre écran. Donc, on peut enregistrer l'écran sur nos téléphones. Donc, il faut juste chercher. On peut pas. Oui, madame, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, là, c'est un appel pour ceux qui l'ont et qui partagent avec les autres. Donc, certainement, il y en aura. Donc, si jamais il n'y en a pas, donc à ce moment-là, on va voir comment. D'accord? Oui, vous pouvez, madame, si vous avez le temps, recommencer cette partie, dans une autre séance. Et vous Madame, c'est quel cours? des protéines. Envoyez-moi, c'était quel cours? C'était quel cours? Madame, des CDK. CDK, c'est clé. Le cycle cellulaire, la deuxième partie. Oui, Oui, la partie où il y a les protéines. Vous me dites à partir de quel parce que je peux pas commencer 2 heures complètes. Juste, vous me dites c'est quel chapitre, comme ça je peux voir qu'est-ce que je peux faire. D'accord, madame. Allez-y. Donc je continue. D'accord. Après ces séances, je vais vous envoyer de quelle page. D'accord. Vous me dites quel Merci, madame. chapitre, comme ça je peux voir comment faire. Mais certains parmi vous, s'ils ont enregistré, qu'ils partagent. On doit partager ce qu'on a. D'accord. Allez. Donc les monosomies, je continue. Les monosomies, écoutez. Les monosomies, oui. Donc les monosomies autosomiques sont létales in utero. D'accord? Toutes les monosomies autosomiques sont létales in utero. Par contre, les monosomies gonosomiques, qui sont représentées par le syndrome de Turner, qui a la formule chromosomique 45X, sont viables. Et ce sont des individus de sexe féminin qui présentent un impubérisme, une stérilité, des malformations multiples. C'est un syndrome polymalformatif. D'accord? Quels sont les mécanismes de l'anéuploïdie? Donc, il y a la non-disjonction, échec de la séparation à l'anaphase, soit de chromosomes homologues appariés ou de la paire XY, soit de chromatides sœurs. Et ils se produisent généralement au cours de la méiose. Il s'agit donc alors d'une non-disjonction des chromosomes homologues au cours de la première division méiotique ou bien des chromatides sœurs recombinés au cours de la deuxième division de la méiose, donc dans la division équationnelle. Donc, conduisant à des gamètes qui sont soit nullosomiques, ça veut dire qu'ils ne comportent pas un chromosome, donc, ou bien des gamètes qui sont disomiques, ça veut dire qu'ils ont un chromosome qui est en double ou bien une chromatide qui est en double. Donc, un petit... oui, je reviens. C'est bon, madame. Est-ce que vous avez une question jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Madame, ça veut dire quoi, nullosomique? Nullosomie, ça veut dire un chromosome qui n'est pas représenté. D'accord. Par exemple, un chromosome X qu'on ne va pas retrouver dans aucune cellule, ou bien un chromosome 22, ou n'importe. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous aviez dit qu'une cellule, avant de rentrer dans une division, elle perd ses adhésions. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle reste pas en contact avec les autres cellules ou bien elle perd totalement les molécules qui... Les molécules d'adhérence. Elle perd des molécules d'adhérence. Elle n'est plus adhérée. Elle n'adhère plus. Merci. D'accord? Oui, merci. Oui. Donc, je passe à une récapitulation qui montre les différences majeures entre la mitose et la méiose.
Donc, la mitose se passe dans les cellules somatiques, d'accord, dans tous les tissus, les ovaires et les testicules inclus. Donc, on a des mitoses dans les cellules, par exemple, folliculaires. Donc, ce sont les cellules qui entourent l'ovocyte. Dans les cellules de Sertoli, ce sont les cellules de soutien, les cellules germinales qui se trouvent dans les tubes séminifères. Donc, elle est toujours précédée d'une phase S. La durée de la prophase, elle est courte, relativement par rapport à la prophase 1 de la méiose. Souvenez-vous que la méiose, elle a une prophase 1 qui est trop longue, surtout chez la femme. Dans la mitose, il n'y a pas d'appariement de chromosomes homologues. Il n'y a pas ou peu d'échange de fragments de chromatides. D'accord? Donc, en tout cas, comme je vous ai dit, c'est même s'il y a des crossings ovaires qui se font entre les chromatides d'une même chromosome, donc des chromatides sœurs. Donc, ça ne va pas avoir des conséquences génétiques puisque les deux chromatides sœurs portent le même message génétique, d'accord? Il n'y a pas, et donc même s'il y a des crossing over, il n'y aura pas de conséquences génétiques. Il n'y a pas de séparation des chromosomes homologues à l'anaphase et ça se produit des cellules qui sont diploïdes et qui sont identiques à la cellule mère. À la différence de la méiose, elle se passe dans les spermatocytes et les ovocytes. Elle est presque exclusivement dans les gonades. Je dis presque exclusivement, pourquoi? Elle se passe presque exclusivement dans les gonades. Ça veut dire qu'elle se passe quelque part ailleurs aussi, n'est-ce pas? En effet, la division méiotique se passe dans elle se passe dans les gonades et une partie de la division méiotique de l'ovocyte, elle se passe dans la trempe de Fallope. En effet, quand la division elle est bloquée au 7e mois, donc tous les ovocytes pratiquement sont bloqués en phase diplotène de la prophase 1, ils vont rester ainsi jusqu'à la puberté. À chaque cycle menstruel, il y aura, donc chaque cycle ovarien, il y aura recrutement d'un follicule, donc d'un groupe de follicules primordiaux, donc qui vont des groupes de follicules qui vont subir la maturation, et un seul follicule qui va donc, on va appeler follicule de De Graaf, qui va donc expulser son ovocyte. Et donc au moment d'expulsion, à ce moment-là, il y aura donc le passage au moment de donc la maturation finale et l'expulsion, les ovocytes vont continuer, continuer leur méiose, donc ils vont subir ils vont continuer la première division méiotique et ils vont entamer leur deuxième division méiotique qui est la division équationnée. Ils vont rester bloqués en métaphase 2. Et si, une fois donc expulsé à la surface de l'ovaire, il y aura la trempe de Fallope qui viendra aspirer l'ovocyte 2, on appellera ça l'ovocyte 2, qui va migrer vers la cavité utérine en suivant donc les contractions de la trempe de Fallope, de la musculature de la trempe de Fallope, et aussi en suivant donc les cils des cellules de la trempe. Il suit donc le même rythme. Donc, si une fois il arrive à la jonction tiers interne, 2 tiers externe de la trempe de Fallope, généralement, s'il y a donc lieu d'une fécondation, ça va se faire dans cette jonction-là. Et une fois la fécondation faite, l'ovocyte 2 va terminer à ce moment-là sa division méiotique. C'est pour ça que j'ai dit la division méiotique, elle est presque exclusivement dans les gonades parce qu'une partie de la méiose des ovocytes va se faire dans la trempe de Fallope. Les cellules ont une seule phase S qui précède les deux divisions, donc on a vu ça, et la durée de la prophase 1, elle est longue, elle est de 23 jours pour les spermatocytes et elle est de plusieurs années, donc 12 à 50 ans en fonction de l'âge pubertaire et de l'âge de la ménopause pour les ovocytes. L'appariement intéresse donc tous les chromosomes homologues. Il faut donc au moins, comme je l'ai dit l'autre fois, un crossing over pour chaque paire de chromosomes homologues, ainsi que pour la paire XY. Il y aura séparation des chromosomes homologues à l'anaphase 1.
la méiose induit la formation de cellules haploïdes, donc comportent N chromosomes, et le produit des cellules qui ont un ADN qui est différent entre elles et entre les cellules mères. D'accord? Donc, on a fini avec le cours de la méiose. Donc, comme je l'ai dit, au cours de cette semaine, donc vers la fin de la semaine, vous aurez des quiz à répondre. Et donc, la séance prochaine, Inch'Allah, on va répondre ensemble à ces quiz et sur la mitose, la méiose et le cycle cellulaire. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe aux acides nucléiques parce que c'est un cours. Madame. Oui. Madame, j'ai une question concernant la mitose. On a La dit mitose. que, oui, Oui. elle se fait dans tous les tissus. Mais j'ai une question concernant les cellules, les cellules nerveuses, les neurones. Donc, Oui. est-ce qu'il y a mitose aussi ou pas? Ce sont des cellules différenciées en phase finale, donc ils vont plus subir de division. Les cellules nerveuses, non. Donc, il reste en phase G0, on dirait? G0, elle reste en phase G0 qui est une phase de latence divisionnelle. Donc, elle est active sur le plan donc, métabolique, sur le plan fonctionnel, mais elle est en phase G0, donc en phase de repos divisionnel. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Non, je crois que j'ai déjà le diapo. Oui, voici les acides nucléiques. J'allais ouvrir une nouvelle alors que j'en avais déjà. Donc, les acides nucléiques. Qu'est-ce que ça vous dit, les acides nucléiques, c'est quoi? L'ADN. L'ADN. C'est tout. Et l'ARN aussi. Et l'ARN aussi. D'accord. Acides nucléiques, oui, dites. J'ai juste une petite question par rapport quand vous avez parlé de l'avortement embryonnaire. Est-ce qu'il est déclenché par le corps de la mère ou bien c'est l'embryon qui ne survit pas à son stade? Le mécanisme, en tout cas, c'est non viable, donc il est expulsé spontanément. C'est spontané. Ça veut dire que c'est le corps de la mère qui le refuse? Je ne peux pas vous dire ce que c'est le corps de la mère ou bien le fœtus. C'est le mécanisme. C'est non viable, donc on ne va pas trouver des fœtus. Répulsion. Et il n'y aura pas de fœtus ou bien de nouveau-nés qui ont cette formule chromosomique. Donc, à des stades précoces, la division des cellules qui sont ainsi, ils ne peuvent pas donner naissance à des organes normaux. Donc, et des choses, un organisme aussi anormal, il ne peut pas subir des divisions normales et ainsi de suite. Donc, ça ne va pas aboutir. À un certain moment, ça va plus marcher, ça va être expulsé. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Donc, mais là, il y aura arrêt de la grossesse et le corps de la femme enceinte, elle va pas garder un être comme ça, donc ça va être expulsé spontanément. D'accord? Donc, les acides nucléiques, ça englobe les ARN et les ADN. Et au fait, au départ, c'était découvert dans les noyaux cellulaires. C'est pour ça qu'on les a appelés acides nucléiques. L'histoire commence en 1869 lorsqu'un scientifique, un chercheur Friedrich Miescher a fait l'extraction de noyaux de leucocytes, des globules blancs, et les a traités par l'acidité. Puis il a remarqué que il les a centrifugés et il y a eu formation d'un précipité qui était riche en 5 atomes, qui sont les atomes d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote et de phosphate. Et donc, il a remarqué, donc cette soupe, si on peut l'appeler comme ça, il l'a appelée nucléine, en rapport avec le site où il l'a retrouvé, qui est le noyau. D'accord? Et quelques années plus tard, il a été démontré que cette nucléine avait un pH qui était acide. C'est pour ça qu'on a appelé ces structures des acides nucléiques. Et plus tard, on a remarqué que dans le cytoplasme aussi, on retrouvait des structures pareilles qui ressemblaient à ça, et qui est donc, plus tard, on a su que c'était l'ARN, l'acide ribonucléique. Donc,
Donc l'ADN, c'est le support de l'information génétique, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et le schéma classique est que l'ADN code pour un ARN, donc on va appeler ça une transcription, qui est structurellement similaire à l'ADN, avec quelques différences qu'on va voir en détail. Et cet ARN, si c'est un ARN messager, il va être traduit en ARN. En effet, il n'y a pas que l'ARN messager, il y a d'autres ARN qui ne sont pas codants, ça veut dire des ARN qui ne seront pas traduits en protéines. C'est l'exemple de l'ARN ribosomal, l'ARN de transfert, les ARN petits nucléaires, les ARN petits nucléolaires, les micro-ARN. Donc, il y a plusieurs types d'ARN, mais qui sont non codants, ça veut dire qu'ils ne vont pas être traduits en protéines. L'ADN, elle subit donc deux types de réactions. Donc, ils vont subir une réplication, ils peuvent subir une réplication et peuvent subir une transcription qui va donner l'ARN messager ou bien les ARN non codants. Et l'ARN messager va être traduit en protéines. Il faut savoir que chez les eucaryotes, comme vous l'avez vu en biologie cellulaire, ce sont des cellules qui ne sont pas compartimentalisées. Ça veut dire que le noyau, les chromosomes, on va les trouver au sein de la cellule sans qu'il y ait compartimentalisation entre ces compartiments qui comportent les acides nucléiques et le reste de la cellule, le reste du cytoplasme. Par contre, les eucaryotes, la cellule eucaryote est une cellule qui est compartimentalisée. Ça veut dire qu'elle a un noyau qui va comporter l'ADN et elle a un cytoplasme où va se faire la traduction. Dans le noyau se fait deux phénomènes importants qui sont la réplication et qui se fait dans un moment précis, dans un endroit précis, donc qui est le noyau, et dans un moment précis. Quand est-ce que se fait la réplication de l'ADN? Phase S. Dans la phase S du cycle cellulaire. Donc la cellule déjà doit être dans le cycle cellulaire, donc engagée dans le cycle cellulaire, ne doit pas être sortie du cycle cellulaire, et donc est précisément dans une phase particulière qui est la phase S. Et dans le noyau aussi va se faire la transcription qui va répondre aux besoins métaboliques et les besoins de vie de la cellule et de l'organisme. Donc c'est très vaste comme besoin. Et la traduction, quant à elle, va se faire dans le cytoplasme. Donc, c'est compartimentalisé. Donc, chez les eucaryotes, il faut savoir que la transcription et la traduction se font de façon simultanée. Ça veut dire, au même moment que l'ADN est en train d'être transcrit en ARN messager, l'ARN messager, lui, il sera traduit en protéines. D'accord? Donc, quand je l'ai dit au départ, tous les donc, voici les objectifs, voici les choses sur lesquelles vous devez insister. Il faut d'abord décrire la structure des acides nucléiques. On va voir l'ADN en premier, puis l'ARN, on va voir juste les particularités de l'ARN. Il faudra savoir différencier l'ADN de l'ARN des acides nucléiques. Le plan que je vais adopter, donc on va étudier d'abord la structure des constituants des acides nucléiques, puis on va voir l'assemblage de ces constituants, comment ils s'assemblent pour former soit l'acide désoxyribonucléique, soit l'acide ribonucléique. Puis on va voir un petit mot, on va aborder en quelques diapos les ADN des êtres vivants. Donc, la structure des constituants des acides nucléiques, les éléments constituant ces acides, c'est l'acide phosphorique, les pentoses et les bases azotées. Donc, l'acide phosphorique, c'est ces structures-là qui peuvent réaliser ou bien former deux types de liaisons. Il peut former une liaison dite phosphodiester. Ça veut dire qu'il va réaliser deux liaisons chacune avec une chaîne carbonée. Donc, l'acide phosphorique ici avec une chaîne carbonée qui est représentée par le R ici, ce radical R, et ce radical R'. Donc, c'est ce qu'on appelle la liaison phosphodiester. Et aussi, il peut former une liaison aussi grâce à son groupement OH, ici grâce à ses groupements OH et aussi grâce à ses groupements OH, avec donc un autre acide phosphorique. On appelle cette liaison-là une liaison anhydrophosphate.
C'est une liaison qui est très intéressante car elle est très riche en énergie. Vous connaissez tous les molécules qui sont riches en cette liaison. Dites-moi quelques molécules que vous connaissez. Pardon? C'est l'ATP par exemple, le GTP. C'est de la ligne triphosphate. Donc il y a 3 phosphates. Ça veut dire chaque phosphate est relié à l'autre phosphate par cette liaison anhydrophosphate. Et la lyse de l'hydrolyse de cette liaison va fournir de l'énergie à la cellule. En deuxième lieu, il y a donc les pentoses. J'ai dit les pentoses parce qu'il y a 2 types de pentoses qui sont dans la constitution des acides nucléiques. Il y a les pentoses. Les pentoses, en fait, c'est quoi? Ce sont des sucres à 5 carbones. Et ce sont dans l'organisme, ils sont généralement sous forme cyclique. Ils ne sont pas sous cette forme éclatée. Et il faut savoir que en fonction si l'on est dans un acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN, ou bien dans un acide ribonucléique, ça veut dire l'ARN, on va avoir soit un ribose, soit un désoxyribose. Donc le ribose, c'est dans l'ARN et le désoxyribose, c'est dans l'ADN. D'accord? Et donc dans le désoxyribose, oui. Madame, pour le ribose, il se trouve au niveau de tous les ARN ou bien seulement l'ARN messager? C'est dans tous les ARN. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ARN. Par rapport aux de forme. D'accord? Oui, madame. Merci. Donc, dans le désoxyribose, il y aura, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que, contrairement au ribose, il faut bien retenir la structure biochimique de ce ribose. Donc, il y a un groupement OH sur le carbone C1, C2, C1, C2, C3, C4, C5. Donc, on a sur chacun un groupement OH. Et donc, chacun de ces carbones a un rôle important dans la formation de la molécule, que ce soit de l'ADN ou bien de l'ARN. On va voir comment. Donc, il faut bien avoir en tête ce schéma-là. Et donc, remarquez que donc là, ici, sur le carbone 2 et le carbone 3, vous avez un groupement OH, donc c'est un groupement hydroxyle ici, un groupement hydroxyle là. D'accord, vous me suivez? Remarquez donc sur le désoxyribose, vous avez un carbone 3 qui porte le groupement hydroxyle et par contre le carbone 2 ne porte pas ce groupement hydroxyle. Et donc c'est pour ça qu'on appelle cette structure-là un désoxyribose. D'accord? Et donc, dans ces 2 pentoses, tous les atomes de carbone portent des fonctions importantes, comme je l'ai dit. Le C1 il va fixer les bases azotées, on va voir comment. Le C3 et le C5, ils vont former des liaisons phosphodiester avec les acides phosphoriques, d'accord, en amont et en aval. Et le C2, il va permettre de faire bien sûr la distinction entre ARN et ADN, mais pas que ça, bien sûr. Il aura un rôle dans la fonction ribosyme de l'ARN. Il faut savoir que les ARN ont une fonction ribosyme. C'est une fonction enzymatique de lyse et d'hydrolyse de certaines liaisons. Il aura aussi des rôles dans la fonction d'excision et pissage lors de la maturation des ARN messagers. On va voir ça dans le cours de transcription de l'ADN et les modifications post-transcriptionnelles. Donc, il a beaucoup de rôles, ce groupement OH qui est sur le ribose et qui ne figure pas sur le désoxyribose, bien sûr, qu'on va trouver dans l'ADN. Ensuite, la troisième structure, le troisième élément constitutif des acides nucléiques, donc vous voyez là, je suis en train de parler des acides nucléiques en général, ADN et ARN. Donc, je suis pas dans l'ADN en particulier ou bien ARN, je parle de façon générale. Donc, les bases azotées qui rentrent dans la constitution des acides nucléiques, on distingue 2 familles de bases, ou bien 2 grandes classes de bases. Il y a les bases pyrimidiques et les bases puriques. Les bases pyrimidiques, c'est un hétérocycle avec 6 sommets. D'accord? Vous avez 6 sommets.
Elle dérive elle comporte 4 atomes de carbone ce cycle et 2 atomes d'azote. On les numérote en suivant la règle du plus petit. D'accord? On suit la règle du plus petit, ça veut dire le 1, ça veut dire les hétéroatomes, elles vont prendre le numéro le plus petit. Et si vous avez, par exemple, deux hétéroatomes, on va voir les substituants. Par exemple, ici, vous avez les substituants qui sont les cétones, du groupement cétone. Donc, ces groupements cétones doivent avoir la numérotation la plus petite. Je vous explique. Par exemple, là, imaginons qu'on prend ce N, c'est lui aussi, c'est un hétéroatome. D'accord? Là, c'est un N1, N2, N3, N4, N6. C'est la numérotation qui doit être faite. Mais, normalement, mais si par exemple, on prend que la règle de l'hétéroatome et on prend celui-là comme premier atome, le numéro 1, donc si on compte de là, dans ce sens-là, donc on va avoir ça, c'est le 1, 2, donc le cétone, ça va avoir un numéro 2, c'est bien, donc c'est un petit numéro, petit chiffre, 3, 4, 5 et 6. Donc on aura le deuxième hétéroatome, il va avoir le chiffre 2. Donc on va avoir des numéros qui sont plus élevés que là. Donc la meilleure façon de numéroter, c'est ça, puisqu'on aura des hétéroatomes et des groupements, des substituants qui ont des petits numéros. C'est clair sur cette partie? Pas trop, maman. Pardon? Vous n'avez pas bien compris? Oui, madame. Vous avez donc là un hétérocycle. C'est clair, c'est un hétérocycle avec 6 sommets. La règle de numérotation, on numérote du plus petit vers le plus grand. D'accord, du plus petit. Le plus petit va se prendre c'est l'hétéroatome qui va prendre le plus petit numéro. D'accord? Les hétéroatomes dans cet hétérocycle, c'est quoi? C'est l'azote. L'azote. C'est l'azote. Et ensuite, la deuxième, c'est par palier. Donc, si on répond à la première règle, on passe à la deuxième règle qui est les substituants. Ici, les substituants, ce sont les groupements cétones. Ces groupements cétones aussi doivent avoir les plus petits numéros. Donc, vous pouvez vous amuser, vous enlevez les chiffres là et vous essayez de numéroter vous-même et donc, vous allez tomber sur cette numérotation puisque c'est elle qui va vous donner les numéros les plus petits, que ce soit pour les hétéroatomes ou pour les substituants, ici les groupements cétones. D'accord? Est-ce que c'est clair? On va voir ici aussi. Est-ce que c'est clair ou non? Non. Oui. Donc, là, je passe à un autre type. Donc là, on était avec la base qui est la base pyrimidine qui est l'uracile et qu'on voit dans quel type d'acide nucléique? l'ARN. 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 Spécifique de l'ARN. Par contre, donc là, on va voir les deux autres types de bases pyrimidiques qui sont la thymine et la cytosine. La thymine, donc là voilà donc comment elle se présente. Donc il y a 2 hétéroatomes de cet hétérocycle et il y a 3 substituants qui sont les groupements cétone et le groupement méthyle. Donc la numérotation aussi là, elle doit être faite de telle sorte d'avoir la plus petit chiffre pour les hétéroatomes et pour les substituants. D'accord? Ça s'éclaircit un peu plus? Oui ou non? Là, vous avez la cytosine aussi, de la même manière. Donc, elle porte un groupement cétone sur le carbone 2 et le groupement amine sur le carbone 4. Et remarquez aussi que ces hétérocycles comportent des doubles liaisons qui ont un rôle important dans la stabilité de la molécule et aussi dans l'absorbance. Donc, on utilise cette propriété au laboratoire puisque c'est grâce à cette double liaison
qu'il y a l'absorbance des ultraviolets. Madame, est-ce qu'il faut apprendre ces formules? Et c'est important pour comprendre la structure. Donc, vous allez comprendre que ce N9, il a un rôle important parce que c'est grâce à ce N9 qu'il y aura la liaison avec le C1 le carbone 1 du sucre. N1 ici. Donc, chacun, il y aura donc un rôle dans. Vous allez apprendre ceux qui ont un intérêt, d'accord, dans des liaisons importantes. D'accord? Oui. Ensuite, vous avez les bases puriques. Ce sont des bases qui ont un hétérocycle avec deux cycles. Il y a un cycle pyrimidique associé à un cycle imidazole. Le cycle pyrimidique comporte 6 sommets auxquels s'ajoute celui-là. Et donc, au total, on a 9 sommets. D'accord? On a 9 sommets. Donc, on va numéroter avec la même règle. Donc, en commençant par le cycle pyrimidique et en essayant que les hétéroatomes aient la numérotation la plus petite, ainsi que ensuite les substituants. Donc, on distingue deux bases puriques qui sont la guanine et l'adenine. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça comme base, mais il y a aussi, on trouve aussi l'hypoxanthine, qui est dite une base rare, car on la trouve rarement dans l'ARN, mais jamais dans l'ADN. D'accord? Donc, mais retenez pour vous, donc, il y a donc ces deux bases puriques qui sont la guanine et l'adénine. Comment vont s'assembler donc ces différents constituants, à savoir les sucres, les bases et l'acide phosphorique? En fait, il y a plusieurs niveaux d'assemblage. Le premier niveau, c'est les nucléosides. Ils sont formés par donc l'assemblement de sucre et de base. Cet assemblement, donc, quand on est au sein de nucléotides, chaînes polynucléotides, on va parler de carbone 1', 2', 3', 4', 5' de sucre. Donc, on ne va plus parler de C1, C2, C3, mais on parle plutôt de C1', C2' pour se différencier avec les numéros des différents atomes de cycle des bases. D'accord? Donc, à partir d'ici, on ne va plus parler de carbone 1, 2, 3 de sucre, on va parler de carbone 1', 2', 3', et ainsi de suite. Donc, l'assemblage, il a lieu entre le carbone 1 du ribose et l'azote 1 des bases pyrimidiques. Donc, quand on a une liaison entre carbone et bases pyrimidiques. Et lorsque la liaison va se faire entre le sucre et la base purique, elle va se faire toujours entre le carbone 1' et l'azote 9 de base purique. Et cette liaison qui va relier le sucre à la base, on l'appelle la liaison N-osidique ou bien N-glycosidique. C'est la même chose. Donc, elle est plus fragile lorsqu'elle lie une base purique à un ribose que lorsqu'elle lie une base pyrimidique à un ribose. D'accord? C'est plus facile, si on le raisonne de façon inverse, la dépurination, ça veut dire le fait d'enlever une base purique, on va voir ça dans les dommages à l'ADN, est plus facile que la dépyrimidation. Et donc, dans les dommages à l'ADN, que ce soit des radiations ionisantes ou bien des substrats chimiques, donc ça peut, la dépyrination est beaucoup plus fréquente que la dépyrimidation. Donc voici donc un exemple de nucléoside qui est formé par l'association d'un sucre et d'une base, d'accord? Donc le ribose. Madame, la plus fragile, c'est la purique. Oui, non, exactement. La liaison la plus fragile, c'est entre le sucre et la base purique. D'accord, merci. Vous imaginez si vous avez une dent, je vous donne l'exemple par exemple, vous avez une dent. Qu'est-ce qui est plus facile d'extraire?
Une dent qui est bien sortante ou bien une dent qui est courte? Qui est bien sortante. Exactement. Donc là, vous avez les bases puriques. Ce sont des bases qui sont avec 2 cycles. Les bases pyrémidiques, c'est un seul cycle. Donc, c'est plus facile d'arracher un double cycle que d'un cycle. D'accord? Parce qu'il est bien saillant, c'est facile à enlever. Ça, c'est si on parle que du point de vue physique. C'est clair? Oui, madame. Merci. Je vous en prie. Donc là, vous avez le nucléoside qui est formé entre l'uracile et le sucre qui est quoi? C'est quoi ce sucre? Le ribose, très bien. Ça ne peut pas être un désoxyribose. Déjà, vous voyez le groupement OH sur le carbone de prime. Donc, ça ne peut pas être un ribose puisque c'est l'uridine, c'est spécifique de quoi? Il est spécifique de l'ARN. Par contre, ici, vous avez une autre base. Ici, c'est une base purique avec le sucre ici. C'est quoi? C'est quoi comme sucre ici? Le désoxyribose. Le ribose. C'est quoi comme sucre? Regardez la formule. Le ribose. C'est un ribose. Donc, l'association de l'adénine avec le ribose, ça va nous donner ce qu'on appelle l'adénosine. Mais si vous avez un groupement OH ici qui est enlevé, donc un désoxyribose avec l'adénine, ça va nous donner ce qu'on appelle le désoxyadénosine. Donc, si vous avez bien remarqué, la terminaison, elle est différente entre les bases. Donc, les bases, on va les appeler adénine, guanine, cytosine, uracile, thymine. Mais lorsqu'ils sont associés au sucre, on va les appeler adénosine, guanosine, cytidine, et uridine, thymidine. Donc, les terminaisons pour les bases puriques, c'est osine. Et pour les bases pyrémidiques, la terminaison va être idine, lorsque ils sont ajoutés au sucre. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, on peut avoir un désoxythymidine. Une désoxythymidine, ça veut dire une base qui est la thymine associée au sucre, d'accord? Et ce sucre qui est désoxy. Est-ce qu'on peut avoir un désoxyuridine? Non, madame. Non, bien sûr, puisque absolument, il faut un sucre ribose. Donc ça, c'est des notions qui doivent être bien assimilées jusque-là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame? Oui, madame. Oui. On ne peut pas avoir la thymidine aussi, ou bien est-ce qu'on peut avoir? Si, on peut avoir. On peut avoir la thymidine, on peut avoir tout. Sauf l'uridine, qui ne peut pas être désoxyuridine, puisqu'elle va être qu'avec le ribose. Donc, on l'appelle uridine tout simple, tout court. Mais on peut avoir un désoxyadénosine, un désoxyguanosine, un désoxycytidine et un désoxythymidine lorsqu'on est en présence d'un ribose, d'un désoxyribose, pardon. En présence d'un ribose, on va parler adénosine, guanosine, cytidine, uridine. Et bien sûr, on ne va pas avoir de la thymidine tout court. D'accord? Puisque ça se trouve que dans l'ADN. Donc, on ne peut pas avoir de la thymidine. On va avoir désoxythymidine en principe, a priori. Bon. D'accord? En règle générale. D'accord, merci. Le nucléotide, donc là, on est passé de l'échelle de nucléoside à l'échelle de nucléotide. Le nucléotide, donc, c'est l'élément de base des constituants, de la constitution des acides nucléiques. Il est composé d'une base, d'un pentose et d'un phosphate. Donc, le pentose peut être un pentose ribose ou bien désoxyribose. J'espère que là, les choses sont claires. Voilà, on va voir le ribonucléotide qui est donc, par exemple, ici, vous avez la cytidine qui est donc la base ici, associée à un phosphate, un groupement phosphate et au sucre. Donc, le sucre ici, c'est un ribose. Donc, on appellera ça la cytidine monophosphate. Donc, la cytidine, c'est l'association de la base avec le sucre. Ça va nous donner donc cette cytidine.
Et si on lui associe le groupement phosphate, ça va donner l'acétidine monophosphate. Et lorsque c'est associé dans la chaîne, dans les chaînes, on va les appeler donc dans la chaîne, c'est toujours un monophosphate. Mais à l'état libre, ce sont des triphosphates. Donc ce sont des nucléosides triphosphates dans nos cellules à l'état libre. Mais lorsqu'ils vont s'associer c'est par liaison de polymérisation, on les appelle donc ils vont devenir des monophosphates et on appelle dans ce cas-là des nucléotides, d'accord? Donc nucléoside triphosphate dans la cellule à l'état libre et nucléotide donc lorsqu'il est polymérisé dans la cellule, d'accord? Ensuite, il y aura enchaînement de différents nucléotides les uns derrière les autres par des liaisons phosphodiester. Vous vous rappelez des liaisons phosphodiester, donc ce sont ces liaisons qui vont relier le sucre au phosphate et l'ensemble va donc former un squelette ribose de l'ARN polyribose phosphate ou bien de l'ADN polydésoxyribose phosphate. Donc voici la liaison, comment elle se fait. En effet, donc vous avez ici à gauche par exemple un brin d'ADN avec sa terminaison ici 3'OH. Cette 3'OH, il se trouve sur quelle molécule? C'est quelle molécule ici que je suis en train de vous montrer? C'est quelle molécule? Le ribose. Le ribose. Donc, sur cette molécule de ribose, sur son groupement hydroxyle à la position 3', il y aura l'ajout, donc par polymérisation, ça ne se fait pas spontanément, il y a une enzyme qui va jouer ce rôle dans la polymérisation. Si on est dans la molécule d'ADN, il y aura donc une ADN polymérase. Et si on est dans une molécule d'ARN, on aura une ARN polymérase qui va venir et qui va rajouter ce nucléoside triphosphate. Donc ça, on va l'appeler nucléoside triphosphate. Elle va être ajoutée à ce groupe, à cette molécule-là, par donc une liaison phosphodiester. D'accord? Et donc, voici l'enchaînement, comment elle va se faire, toujours dans le sens 5'. Donc, vous avez le groupement phosphate qui est lié au carbone 5', et le carbone 3', c'est à ce niveau-là que va être lié le groupement phosphate du nucléoside suivant, puisqu'il est lié, on va l'appeler à ce moment-là nucléotide. D'accord? Donc, voici comment, par cet enchaînement, on obtient donc un squelette qu'on appelle ribose phosphate. Donc, ribose, c'est le pentose, phosphate, ribose, phosphate, ribose, phosphate. Et les bases vont être liées selon si l'on est dans une pyrimidine ou bien dans une purine. Elle va se faire entre N1C1' ou bien N9C1'. D'accord? Selon si l'on est dans une base pyrimidique ou bien dans une base purique. D'accord, donc après d'avoir vu l'assemblement ou bien l'assemblage de ces différents constituants rentrant dans la formation des acides nucléiques, on va voir la structure primaire des ADN maintenant. Donc on est là dans l'ADN. Donc l'ADN, il faut savoir qu'il a une structure qui est bicaténaire. Qu'est-ce que ça veut dire bicaténaire? Deux bras. Deux chaînes. Ça veut dire qu'il est formé donc de deux bras. Donc et dans une molécule bicaténaire, les A s'apparient avec les T et les G s'apparient avec les C. D'accord? J'espère que vous connaissez tous ça. De telle sorte que A plus G sur T plus C est égal à 1. Qui peut me démontrer cette relation? Madame, puisque les A sont associés avec les T et les G sont associés avec les C, donc ils seront le même nombre. Donc, les A sont... Le nombre des A est égal au nombre de T. Et les G, le nombre de G est égal au nombre de C. Donc, les A plus G est égal au T plus C. Oui. Et donc, A plus G sur T plus C est égal à 1. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et donc, aussi, les bases puriques donc, sont sur les bases pyrimidiques, c'est égal à 1. Pourquoi?
Allez. Il faut savoir, donc on a dit que les A, ça parie avec les T. Les A, c'est quoi? C'est des bases puriques. Périque. Les T, c'est une base pyrimidique. Périodique. Donc on a autant de A que de T et autant de G que de C, n'est-ce pas? Donc on a les A, les bases puriques sur les bases pyrimidiques est égal à 1. C'est clair? De la même manière. Donc il faut juste ayez clair en tête quelles sont les bases puriques, quelles sont les bases pyrimidiques. Ça, vous devez l'apprendre par cœur, d'accord? Donc voici, donc on a dit que donc il y a d'abord donc la formation de la chaîne ribose-phosphate avec les bases à l'intérieur. Et dans la molécule d'ADN, on a dit que c'est une molécule bicaténaire avec donc complémentarité des bases et et ces deux brins sont antiparallèles. Donc voici sur une structure éclatée les deux nucléotides appareillés 2 à 2. D'accord? Donc vous avez la thymine avec l'adénine, donc la base thymine avec la base adénine et la base cytosine avec la base guanine. Donc qu'est-ce que vous remarquez déjà entre la base thymine et la base adénine? Donc là vous avez des liaisons hydrogènes qui vont se faire entre les deux bases A et T. Et entre les deux bases C et G, vous avez 3 liaisons hydrogènes. D'accord? Il faut savoir aussi que ces liaisons hydrogènes ne se font pas entre les carbones, mais se font, donc elles sont plus compatibles avec les fonctions cétone et avec les fonctions amine. Donc remarquez là que, par exemple, vous pouvez ma flèche. Par exemple, ici, vous avez un groupement cétone qui va donc réaliser une liaison hydrogène avec cette amine. Et là, l'amine avec l'amine. Amine, cétone, amine, amine, cétone, amine. Donc là, il faut donc ça se passe comme ça et on compare la molécule d'ADN à une échelle si on veut la représenter de façon schématique simple pour comprendre aussi la composition de cette molécule. Donc c'est comme une échelle. Oui, ma flèche. C'est une échelle dont les montants, ils sont formés de quoi? Les montants de l'échelle. Il y a 2 montants de l'échelle. Les 2 montants parallèles sont formés par quelle molécule? Les bases. Non. L'acide phosphorique. Les montants par quoi? Nucléosides, les acides phosphoriques. L'acide phosphorique et le sucre. C'est l'enchaînement acide phosphorique, sucre, acide phosphorique, sucre, acide phosphorique, sucre. Donc ça, ce sont les montants de notre échelle. Et les marches de notre échelle, ce sont les bases. Donc à chaque marche, on a une base purique qui s'apparie avec une base pyrimidique. Donc dans chaque marche, on a combien de cycles? Remarquez. Là, vous avez un cycle de base. Ici, vous avez 2 cycles. Ici, un cycle. Ici, 2 cycles. Donc, combien de cycles au total dans chaque marche? 3 cycles. 3 cycles. D'accord? Donc, c'est très bien organisé. Et ceci, en fait, ça permet le parallélisme de ces 2 montants de l'échelle. Donc, les 2 molécules, ils ont des bords qui sont parallèles entre eux et avec une bonne distanciation entre chaque. D'une autre façon, voilà comment ça apparaît. Donc les A s'apparient avec les T, je suis partie trop vite. Donc les A avec les T, les C avec les G, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, on a 3 cycles, 3 cycles, 3 cycles. D'accord? Et les montants de notre échelle, ce sont les groupements phosphate, sucre, phosphate, sucre. Remarquez aussi que, comme je l'ai dit, c'est antiparallèle. Donc là, vous avez l'extrémité 5'. Vous avez donc, voici votre sucre. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment apprendre cette structure de sucre. Donc vous avez ici 1, 2, 3, le carbone 1, le carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Et c'est sur le carbone 5 qu'on a donc ce groupement phosphate de ce nucléotide. Donc si on prend ce nucléotide T, il a donc son groupement phosphate, c'est 105'. Et à son extrémité 3' OH vient se lier le 2e nucléotide.
et ainsi de suite, pour qu'à son extrémité finale, on aura un groupement OH qui est libre. D'accord? De la même manière ici, c'est à l'inverse. On a le carbone 1, carbone 2, carbone... Bon, c'est 1', 2', 3', 4', 5'. Donc, à ce niveau-là, vous avez le phosphate 5'. Et donc, à cette extrémité-là, on a l'hydroxyle 3'. Donc, cette orientation, elle est antiparallèle. Vous avez ici 5', phosphate 3' OH. Et ici, vous avez 5' phosphate 3' OH. Vous avez bien saisi cette différence d'orientation de cette configuration. Est-ce que c'est clair? L'extrémité, donc là, on prend cette molécule-là, c'est un nucléotide jusqu'à OH. Puis, de le phosphate avec le sucre, avec la base, c'est un nucléotide. Ce phosphate, je dis bien, le sucre et la base, c'est un nucléotide et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'orienter notre molécule. Et ça a un rôle important dans la réplication. Donc, l'ADN polymérase, il a toujours besoin d'un groupement OH3' libre, ce qui lui permet de rajouter des désoxynucléosides triphosphates à chaque fois, à chaque réaction de polymérisation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Très bien. Donc, j'avance. Donc, après avoir vu la structure primaire, on passe à la structure secondaire. Donc, vous faites cette structure n'est pas plane. C'est pas vraiment une échelle. En fait, à la structure secondaire, c'est une échelle qui va être de structure hélicoïdale. Donc, c'est une double hélice. La forme la plus commune, on dit ça la forme canionique, la plus habituelle, c'est la forme B. On appelle aussi cette forme la forme Watson-Crick, qui doit son nom à celui donc qui a découvert, donc on dit que c'est le premier, donc a priori, qui a découvert cette conformation spatiale et qui a mérité le prix Nobel 1962 grâce à cette découverte. Ces deux, monsieur Watson et Crick, donc grâce à leur découverte. Donc c'est une structure qu'on appelle en double hélice. Donc ils ont découvert cette conformation B. D'accord? Cette conformation B, elle est dite canionique. Et elle est dite aussi Watson-Crick. Quelles sont ses caractéristiques? C'est qu'un tour, un pas de l'hélice, c'est un tour complet de l'hélice. Donc, un tour complet de l'hélice mesure 34 Armstrong et qu'il comporte 10 paires de bases. Pourquoi je dis forme B? Donc, ça sous-entend qu'il y a d'autres formes. D'accord? En fait, il y a la forme A, qui est une forme plus condensée. Donc, la double hélice n'est pas relâchée comme ça. Donc, elle est plus condensée. Et il y a la forme Z qui est plus relâchée. Donc, la forme B, elle est au milieu des deux. Et c'est la forme qu'on retrouve le plus. Cette double hélice, en fait, si on la regarde, donc c'est une double hélice qui s'enroule autour d'un axe, je reviens à ma diapo, qui s'enroule autour d'un axe imaginaire central. Si on regarde, imaginons qu'on va regarder la molécule d'ADN en haut. Donc vous avez à l'extrémité donc les sucres phosphates. Et à l'intérieur, vous avez les bases. Il faut savoir, les bases, ils sont hydrophobes, donc ils vont être plutôt à l'intérieur. Et il y a un décalage à chaque fois entre les deux. Donc, on a dit qu'un pas, il comporte 10 paires de bases. Donc, vous avez à chaque niveau, donc, une paire de bases avec, ils vont décaler pour donner cet aspect-là. C'est très schématique, mais c'est juste pour comprendre, c'est comme des marches d'escalier qui vont chevauchantes. Quand on les regarde, donc c'est des plateaux de base. On parle de plateaux de base qui sont appariés et qui sont décalés. D'accord, donc cette conformation, il faut l'avoir vraiment en tête. C'est comme si vous la regardiez et ça vous permettra aussi de comprendre les propriétés de l'ADN. En plus de la solubilité de la molécule d'ADN, il y a aussi d'autres propriétés qui sont l'absorption aux ultraviolets
et la dénaturation thermique. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la présence des doubles liaisons au niveau des bases azotées qui permettent à la molécule d'absorber aux ultraviolets dans une onde maximale de 260 nanomètres. Donc, les bases absorbent à 260 nanomètres grâce, donc, bien sûr, à ces doubles liaisons. Donc, quand j'ai dit les doubles liaisons, elles permettent aussi la stabilisation de la molécule. Cependant, donc, il faut savoir que, comme j'ai dit, les molécules d'ADN, grâce à leur conformation hélicoïdale, les bases, ils sont à l'intérieur. Ils sont en quelque sorte pas bien exposés. Donc, c'est pas comme les nucléotides libres. Donc, les désoxynucléosides triphosphates qui sont libres, ils sont bien sûr plus accessibles aux ultraviolets. Donc, quand on va les soumettre aux ultraviolets, la probabilité qu'un rayonnement puisse traverser ces bases de façon perpendiculaire est plus importante que lorsque ce rayonnement doit traverser les bases dans une molécule d'ADN. Donc, vu que ces bases sont à l'intérieur de cette double hélice. D'accord? Donc, ce phénomène, on appelle dans l'ADN un effet hypochrome, ou bien c'est une hypochromicité, qui veut dire diminution de l'absorption de la lumière. Donc, la lumière va être moins absorbée par les bases à l'intérieur de la molécule d'ADN, puisque, comme j'ai dit, la probabilité que ces rayons soient perpendiculaires à la base est moindre. Et donc, entre les deux, entre des bases libres qui absorbent très bien et entre des bases qui sont à l'intérieur d'une double hélice, vous avez un intermédiaire qui est le simple brin. Donc, une molécule polynucléotide, simple brin, par exemple un ADN qui est dénaturé, ça veut dire que ces deux brins sont séparés par quelque moyen que ce soit. Par exemple, il faut savoir qu'en augmentant la chaleur d'un milieu, par exemple dans un tube, on augmente la lumière. Donc, l'ADN dans ce tube-là, il va être dénaturé si on augmente à des températures très élevées. Et c'est calculé. Donc, quand on va augmenter cette température, les molécules d'ADN vont être dénaturées. Qu'est-ce que ça veut dire dénaturé? Ça veut dire les deux brins seront séparés les uns des autres. Donc, on aura des molécules d'ADN qui sont simples brins. Et donc, si on a des simples brins, ça veut dire les bases seront mieux exposées si on les soumet à des ultraviolets. Les bases, donc, vont avoir une absorption meilleure. Donc, on parle d'effet hyperchrome. Donc, c'est l'effet hyperchrome de la dénaturation thermique. C'est ce que je voulais arriver à ce point-là. Donc, l'absorption de l'ADN simple brin, elle est donc plus importante que celle de l'ADN double brin. Donc, le simple brin ici, par exemple, vous avez une molécule d'ADN dont on a séparé les deux brins. Donc, elle va avoir une absorption meilleure. Et donc, on parle d'effet hyperchrome de la dénaturation de l'ADN. Donc, on peut déduire le pourcentage de l'ADN dénaturé dans un échantillon en suivant la courbe de la densité optique. Donc, voici une courbe de la densité optique. Vous avez en abscisse la température qui va en augmentant. À un moment donné, vous avez la densité optique qui va en s'élevant. Donc, dans un échantillon, donc, on va suivre la courbe de la densité optique soumise donc, à des températures croissantes. Donc, comme j'ai dit, on peut déduire, donc, en suivant cette courbe, la température de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle 50% des molécules d'ADN double brin se séparent, donc, et ensuite va donner de l'ADN dénaturé. On appelle cette température donc la température de fusion ou bien TM pour melting. TM, donc c'est la température de fusion ou bien le melting. Donc c'est une application intéressante en biologie moléculaire, en technique de biologie moléculaire.
qu'on va revoir aussi dans le chapitre sur les techniques de biologie moléculaire. Ça va venir après le cours sur la transcription. D'accord? Donc, il faut savoir que cette température de fusion, elle va dépendre donc, puisque un ADN, donc elle représente la température à laquelle 50% des ADN de double bras vont être dénaturés. Donc, cette température va dépendre, à votre avis, de quoi? Elle est variable en fonction de quoi? Des types de bases azotées. Très bien. Des types de bases. Expliquez-vous encore. En ce qui concerne le nombre de liaisons, par exemple, si on a plusieurs bases avec 3 liaisons, c'est plus fort que 2 liaisons. Très bien. Donc, si on a des molécules d'ADN qui sont notre échantillon d'ADN sur lequel on veut travailler comporte plusieurs bases CG, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de liaisons hydrogènes qui relient ces deux bases, puisqu'on a 3 bases qui relient ces liaisons. Donc, on aura besoin de plus d'énergie et d'une température donc plus élevée pour séparer ces deux brins. Par contre, si on a un brin qui comporte peu de CG, donc beaucoup de AT, donc on aura besoin de moins d'énergie, donc à une température moindre. Ça dépend aussi de quoi, à votre avis? De la taille des brins, des fragments d'ADN. Donc, plus le fragment il est long, plus on aura besoin de plus d'énergie pour séparer les deux brins. D'accord? Donc, en fait, il y a une formule avec laquelle on peut calculer cette température de fusion pour des fragments d'ADN qui dépend donc bien sûr de vous voyez que c'est corrélé, c'est directement corrélé à la quantité des bases CG. Et les autres facteurs, ce sont des facteurs qui sont variables en fonction de la taille des fragments, de la salinité du milieu, etc. Mais retenez cette corrélation entre le pourcentage en GC et cette température de fusion. Est-ce que c'est clair pour les ADN? Donc, on a vu la structure primaire, la structure secondaire en double hélice et les propriétés relatives à cette structure de l'ADN. Donc, je passe aux ARN. Donc, vous avez donc l'ADN, il est double brin. Par contre, l'ARN, il est monobrin. La deuxième différence, toujours quand on lit une séquence d'ARN, on va la lire dans le sens 5', 3'. D'accord? Par contre, pour l'ADN, vous avez donc 2 brins. Donc, vous allez lire, il y a le brin matrice et le brin codon. Donc, dans la littérature, quand vous aurez des bouquins ou bien des articles, ou bien des exercices sur la biologie moléculaire, souvent, ou bien une mutation décrite, c'est écrit dans le sens 5', 3', donc du brin codon. Donc, dans l'ADN, vous avez un brin qui est dit codon, c'est celui-là, donc 5', 3', et l'autre, il est matriciel. C'est sur ce brin-là que se fait donc la transcription. On va voir dans le cours de transcription ce phénomène-là. Donc, la deuxième différence de l'ARN, à part ce caractère monobrin, c'est que au lieu d'avoir des T, on a des U. D'accord? La troisième caractéristique, c'est que les liaisons phosphodiester sont peu stables. Et cette faible stabilité, elle est liée à la présence de ce groupement OH, vous le voyez, sur le carbone de prime. En fait, ce groupement OH sur le carbone de prime, il va conférer à la molécule d'ARN une activité enzymatique dite ribosymique. Donc, elle va favoriser la rupture de la liaison phosphodiester, soit en intramoléculaire, donc il va rompre la liaison phosphodiester en intramoléculaire. Et si on rompt cette liaison, qu'est-ce qu'il va y avoir à la molécule d'ARN? Si on rompt cette liaison phosphodiester, qu'est-ce qu'il va y avoir? Se casser.
Très bien, donc il y aura une cassure du brin de l'ARN, d'accord? Donc, c'est une fonction, on appelle cette fonction enzymatique de l'ARN une fonction ribosine. D'accord? Et une deuxième fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une fonction dans la maturation des ARN, importante. On va le voir dans le cours sur l'épissage et excision. D'accord? Une autre caractéristique, c'est que vous imaginez que vous avez des bases qui sont libres, pas libres. Ils ne sont pas appariés à une autre base en face, ils ne sont pas protégés par la double hélice. Donc, s'ils rencontrent des bases complémentaires à elles, donc ils peuvent s'apparier et donc ça va former donc des structures particulières, des structures en boucle, on va avoir des tiges, donc on va avoir des structures en épingle à cheveux, des structures dites en épingle à cheveux. Donc les ARN prokaryotes, donc il y a une petite différence. Donc comme j'ai dit au départ, il y a plusieurs types d'ARN. Et le gros lot des ARN, c'est l'ARN ribosomal, donc dans les 80-90%. Donc même dans des écrits, c'est décrit que c'est aux environs de 90% de l'ARN d'une cellule. Mais retenez donc 80% pour les ARN ribosomaux. L'ARN messager, quant à lui, ne représente que 5% de l'ARN total de la cellule. Il faut savoir aussi qu'il a une taille variable. Bien sûr, cette variabilité de la taille, elle est dépendante de la taille de la protéine qu'il va synthétiser. Donc, c'est corrélé. Et par contre, vous avez aussi d'autres ARN, à savoir l'ARN du transfert, l'ARN nucléaire, l'ARN nucléolaire, le micro-RNA. Donc, ce sont des petits ARN représentant 10 à 15% de l'ARN total de la cellule. Et ils mesurent, donc, ils contiennent donc, dans les 20 nucléotides à peu près, avec un coefficient de sédimentation donc de 4 Wilberg. Donc là, c'est l'ARN ribosomal, donc il représente, donc j'ai dit 80%, il a un rôle important dans la traduction. Un petit mot concernant l'ADN des êtres vivants, il faut savoir que l'homme, chez l'homme, il a 46 chromosomes, comme vous le savez tous, et son génome comporte 3 milliards, un peu plus même, dans les environs de 3 milliards paires de bases. À titre comparatif, les Escherichia coli, qui est une bactérie, comporte 3 400 000 paires de bases. Donc à chaque fois qu'on parle de l'ADN, on parle par paire de bases parce qu'on a paire dans chaque niveau, donc ça va par paire. La forme, on peut avoir des ADN de forme circulaire ou linéaire. Il faut savoir que nos chromosomes, bien sûr, ce sont formés d'ADN linéaire. La séquence des bases, elle est variable, mais on a toujours autant de A que de T et de C que de G, bien sûr, vu qu'on a cet appariement. Chez les eucaryotes, on a l'ADN codant, il est de faible proportion dans les 80, donc plus de 90% de notre génome n'est pas codant. Et l'ADN, il y a des régions particulières de nos chromosomes qui sont répétitifs, ça veut dire qu'ils sont formés de séquences répétitives d'ADN, à savoir les centromères et les télomères. On va voir les télomères dans la séance sur la réplication. L'ADN mitochondrial, donc c'est les ADN des cellules eucaryotes, c'est un ADN bicaténaire et circulaire. Son ADN est de composition de nucléotides différente de celle du noyau. Le taux de GC est faible et il est responsable de ce qu'on appelle l'hérédité cytoplasmique. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans nos cellules, on n'a que les mitochondries d'origine maternelle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment de la fécondation, tous les mitochondries qui proviennent des spermatozoïdes seront dégradés et donc ils ne vont persister dans les cellules, dans l'ovocyte et plus tard donc dans l'embryon et chez l'homme, donc adulte, donc à tous les stades, donc il n'y aura que la mitochondrie qui est d'origine maternelle, d'accord?
Donc, il y a des maladies qu'on appelle les maladies mitochondriales qui ont une transmission donc de la mère. Donc, même si un sujet de sexe masculin comporte une pathologie, il ne va pas la transmettre, puisque les mitochondries d'origine paternelle seront dégradées. Là, donc, c'est ce que je disais, c'est un ADN qui est bicaténaire, circulaire, ça ressemble beaucoup aux ADN des bactéries. Oui. Oui. Madame, les spermatozoïdes ne contiennent pas de mitochondries ou de ribosomes. Ah bon? Comment est-ce qu'ils peuvent être propulsés? Dans la pièce intermédiaire, il y a des mitochondries qui vont s'enrouler autour de la pièce intermédiaire. Donc, il y en a énormément. Mais ils vont être dégradés. C'est ça la différence. D'accord? D'accord, je comprends. Ils vont être dégradés. Et c'est dans l'ovocyte, dans les mitochondries de l'ovocyte qui vont persister. Et donc, dans nos cellules, il n'y aura que de la mitochondrie d'origine maternelle. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Il faut savoir que cet ADN, il est particulier aussi dans la mitochondrie. En fait, c'est comme l'état dans l'état. C'est une structure, c'est un organite qui comporte son propre génome. Ce génome va se répliquer indépendamment il va se répliquer indépendamment du cycle cellulaire, donc il va répondre aux besoins énergétiques de la cellule, donc il ne va pas suivre le cycle cellulaire. Et c'est pour ça que je parle de l'état dans l'état. Son code génétique, il est différent de celui qui régit la traduction de l'ARN, donc c'est différent, le génome nucléaire du génome mitochondrial. D'accord? Et dans la matrice de la mitochondrie, on trouve des ribosomes où va se faire la traduction de plusieurs protéines d'origine mitochondriale. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Donc la séance prochaine, vous aurez le cours sur la réplication. Je vous ai déjà envoyé le support. Donc essayez de réviser avant, ça va être plus simple. Mais il faut vraiment réviser avant. Et je vais essayer si j'arrive à voir des vidéos que je peux vous envoyer sur la Classroom pour mieux comprendre comment se fait la réplication. C'est parce que c'est un phénomène très dynamique qui a besoin d'être donc visualisé de façon aussi dynamique. Donc, je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, sinon, vous pouvez poser vos questions aussi sur la plateforme. C'est bon? Oui, madame, merci beaucoup. Donc, à très bientôt et bon courage. Allez, bon courage.